Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, une fois de plus. Nous sommes là dans le cadre de votre émission Rendez-vous du soir avec les têtes bien faites de la République pour analyser les grandes lignes d'actualité, les décrypter avec un invité de marque. Ça fait plus de 5 mois. Il était demandé par vous, le public et surtout la diaspora congolaise et certains Congolais éveillés. Manix Iyenda, il était où? Il est où? Il a fait quoi? Vous l'invitez pas, pourquoi? Aujourd'hui, vous allez connaître toutes les raisons liées à la personne parce qu'il est ici avec nous. Monsieur Manix Iyenda, député de la rue, l'homme du peuple, l'homme qui est toujours avec le petit peuple, les démunis, les faibles. Il est là avec Monsieur Manix Iyenda. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup mon frère Delphin. C'est un grand plaisir d'être reçu encore une fois de plus, après Belle Lurette, sur ces sacrés plateaux que je considère toujours comme un véritable réceptacle des idées républicaines, le temple de la démocratie. C'est par ici que nous avons l'opportunité de nous exprimer librement sur les questions de la République. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour dire aussi un grand merci à tous ceux Congolais qui m'ont beaucoup soutenu à travers leurs prières pendant mon périple le plus difficile, lorsque j'étais détenu dans les geôles de service de renseignement. J'ai vraiment vu le vrai amour de mes frères, de mes sœurs, qui m'ont beaucoup soutenu, qui ont soutenu ma femme, qui ont soutenu mon enfant. Beaucoup m'ont mis dans nos prières et aujourd'hui, je suis très heureux de retrouver ma famille que vous êtes et je suis très heureux de partager encore avec vous ces moments de change pour la République. Merci Monsieur Manix Iyenda. On va parler de l'actualité, certains sujets importants de la nation avec vous. Je précise que vous êtes député de la rue, homme du terrain. Mais avant cela, les gens pensent que vous êtes un modèle pour eux, surtout la jeunesse, parce que vous êtes extrêmement intelligent selon le public. Mais il y a l'initiative d'une grande dame, la maman nationale, maman Denise Tshisekedi, l'excellencia. Elle fait en sorte d'aider les diplômés, les gens qui ont distingué, les envoyer dans des pays pour aller apprendre, un jour être utile à la nation. Ça vous dit quoi, l'initiative? C'est le meilleur investissement. Je peux avoir la vidéo. Okay. Il n'y a pas mieux qu'un investissement qui s'oriente vers les secteurs de l'éducation. Il y a bien de femmes, il y a bien des présidentes de fondations qui font de dons avec de biens fongibles, de biens consommables, des dons de vêtements. Mais là, je pense que la première dame est en train d'investir pour préparer l'avenir de toute une génération. C'est un investissement pour renforcer les capitaux humains, pour former le jeune et soumettre le jeune devant une grande responsabilité qui est celle de bâtir un Congo plus beau qu'avant, parce que l'avenir de ce pays est entre les mains de jeunes. C'est les jeunes qui vont écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page, retracer une nouvelle trajectoire de notre destinée en tant que pays qui quittera d'un point vers un autre. Et donc, voir une femme qui investit dans le jeune, je pense que moi, en tant que citoyen, je ne peux que l'encourager et au besoin apporter ma petite pierre de contribution pour permettre à ce que son œuvre arrive à atteindre vraiment les objectifs le plus attendus. Encore une fois, salut pour ces sacrés investissements pour les vies de jeunes Congolais de mon pays. Voilà, c'est aussi une motivation pour nos diplômés, les finalistes. Si vous faites des bons points, l'excellencia peut également jeter un œil sur vous, vous prendre et vous envoyer là où il faut pour que vous soyez utile à la nation. Mais quelle place que vous donnez à la femme dans la classe politique congolaise? Pensez-vous que les femmes ont leur place? Mais bien sûr que oui. La femme a toujours été considérée comme une agent
je vais dire, principal dans la vie sociétale d'un pays. C'est la femme qui joue le grand rôle. La femme, c'est le moteur d'une société. La femme, c'est la gardienne d'une nation, le protecteur de peuple. Sans la femme, le monde n'évoluera pas. Sans la femme, les familles considérées comme de noyaux de base de société, les familles seront fissurées, détruites, effondrées. C'est la femme qui donne l'essence à la vie. C'est la femme qui gouverne nos premiers pas. C'est la femme qui nous apprend comment parler, comment se tenir. C'est la femme qui nous apprend comment aimer. De quelle femme parlez-vous? La femme qui a une enveloppe séductrice ou la femme qui a une tête bien faite? Je parle de la femme valeureuse. Ok. La femme respectueuse. La femme de probité morale. Ok. Cette femme intellectuelle capable de créer des hypothèses de solutions pour apporter des vraies réponses aux problèmes de sa société. Je parle de la femme engagée. Cette femme qui considère le problème de son pays comme des véritables déficits à transformer à des véritables solutions. La femme, elle joue un rôle très déterminant. Et même si vous prenez dans certains volets de la vie nationale, notamment sur les questions économiques, les questions de production, c'est la femme qui a commencé à produire. Ok. C'est la femme qui a commencé à transformer. Non mais les maniocs, les chikwang que nous mangeons, le foufou que nous mangeons, ça vient d'un état brut, manioc brut, et après transformé. C'est la femme qui transforme. C'est la femme qui nous apprend qu'est-ce que c'est l'économie, qu'est-ce que c'est la productivité. C'est la femme qui nous apprend comment gérer les ménages. Vous ne pouvez pas gérer une société, un État, si vous ne vous référez pas à l'expertise de la femme. Ouais. Monsieur Manox Yenda, c'est ce qui est vrai. Vous êtes député de la rue. À tout moment, les gens vous parlent, les gens vous transmettent leurs désirata. Mais il semble que dans l'espace politique de la République démocratique du Congo, la femme ne mérite pas assez. Il y a plus de promotions canapé. La femme de la méritocratie, cette femme semble manquer en République démocratique du Congo. Vous vous rappellerez à l'époque, il y avait des Oujouan Bombo et les autres. Aujourd'hui, des femmes, c'est à compter. Hein. Ben, le grand problème, c'est que le Congolais aime bien faire des critiques sans pour autant creuser au fond ce qu'ils peuvent dégager en termes de conclusion ou en termes d'analyse. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous informe que le nombre en termes de femmes qui ont accès au circuit des décisions du pays, le nombre a largement avancé depuis l'histoire. J'ai fait un travail, peut-être que je le publierai dans le cadre de mon bulletin de gouvernance que je vais publier dans tout le secteur de la vie nationale pour justifier les niveaux de gestion ainsi que de paradigmes de gestion dans chaque secteur de la vie nationale correspondant à la vision du président de la République. C'est lui qui est placé au sommet pyramidal du pouvoir, à la concavité même du pouvoir politique national, et que celui qui donne l'impulsion à chaque organe de l'État pour exécuter ces modèles de gouvernance imprimés par lui. Et là, je parlerai aussi de la femme. Parce que j'ai fait un travail de recenser le nombre de femmes dans chaque gouvernement de notre pays depuis la nuit de temps. Le nombre de femmes dans le premier gouvernement de Patrice Emery Lumumba. J'ai fait un très bon travail par rapport à ça. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement à partir de Ilunkamba, sous les régimes de Félix Tshisekedi comme président de la République. Et le gouvernement de Sama Lukonde, Sama 1 et Sama 2, c'est le premier gouvernement où le nombre de femmes a augmenté dans les circuits des décisions de notre pays. Non seulement en termes de nombre, mais aussi en termes de degré des responsabilités confiées. On n'a jamais entendu parler d'une femme ministre des Affaires étrangères dans ce pays.
Ministre de l'économie, non, c'est du jamais entendu. Le seul domaine qu'on réservait à la femme, c'est à la limite soit ministre de la jeunesse, ministre des genres, affaires sociales, et ça s'arrête là. Nous avons une femme à la tête de la Banque centrale. Oui, oui. C'est ça. C'est sous... Ministre de la Justice. Ministre de la Justice. Environnement, il y a Bazaïba. Et encore que ce sont des ministres d'État. Ok. C'est-à-dire que la femme, sous les régimes de Félix Tshisekedi, je dois le dire très sincèrement, la femme a une place des valeurs. Et c'est cela, la vision ou la reproduction de la vision de celui que nous considérons comme la locomotive de l'appareil de l'État, les donneurs de l'impulsion, et une impulsion qui doit être exécutée par ceux qui expédient les affaires courantes en tant qu'organe exécutant. Et je pense aujourd'hui, nous pouvons être fiers. Et je reviendrai dans le prochain numéro pour vous donner un terme de nombre exact de femmes que nous avons aujourd'hui par rapport aux femmes que nous avions connues depuis le 30 juin 1960. Merci, Monsieur Manix Iyenda, député de la rue, homme du terrain. Alors, j'aimerais que nous puissions essayer un peu de parler de votre passé. Je sais que ça peut vous faire un peu du mal, mais c'est important parce que le public a besoin de savoir. La dernière fois que je vous ai reçu sur ces plateaux, vous étiez encore porte-parole du LGD, parti cher à le sénateur Matata Ponyo. Si je n'ai pas à voir la photo du sénateur Matata Ponyo, à un moment, vous avez à quitter. C'était quoi les climats Matata Ponyo, aujourd'hui opposant, l'homme qui a des moyens, mais vous êtes séparé avec lui. C'était quoi le spectacle? Ben, vous savez, mon frère Delphin, je voudrais commencer mon propos par ces préludes. Okay. Hein, ces préludes qui se rattachent même à la notion de parti politique au regard des recommandations constitutionnelles. Parce que la Constitution, dans l'article 6, prône la liberté d'adhésion à un parti politique, autant pour la création d'un parti politique. Encore que le contexte démocratique de notre pays, c'est un contexte très particulier. Parce que l'exposé de motifs nous explique que la constitution congolaise a été confectionnée effectivement pour mettre fin à l'autocratie, à la dictature, au système des partis-États, à l'unilatéralité de la pensée politique, afin de créer de brèches de possibilités d'expression politique, la compétition politique, permettre qu'il y ait une multitude de formations politiques qui compétissent dans un jeu électoral. C'est comme ça qu'on parle du multipartisme. Et le multipartisme crée par conséquent un contexte particulier de la démocratie congolaise, ce qu'on appelle la particratie. Okay. La particratie, c'est ces systèmes politiques ou ces systèmes de démocratie qui fondent sur l'existence de partis politiques. Mais encore que lorsqu'on parle de partis politiques, il faudrait que chaque parti politique essaye de jouer son rôle. Le rôle d'un incubateur, le rôle d'une machine de production des idées, des intelligences et des politiques publiques dans chaque secteur de la vie nationale. Et nous qui venons vers le parti comme membres, nous venons pour adhérer. Et l'adhésion dans un parti politique, c'est une convention politique. C'est un contrat d'adhésion. C'est-à-dire, au départ, le citoyen estime que la vision telle que présentée, parce qu'il est de bonne loi avant d'adhérer à un parti, d'abord de lire son statut. La vision que j'adhère, est-ce que cette vision correspond à mes principes, à mes credos, à mes valeurs que je considère comme le leitmotiv de mon engagement politique? Ce qui a été le cas pour mon adhésion dans ce parti qu'on appelle Leadership et Gouvernance pour le Développement, dirigé par les sénateurs, M. Augustin Matata Ponyo Mapon. J'ai adhéré parce que j'estimais qu'au départ, la vision maîtresse, cette vision, elle était commune. Nous l'avons partagée comme telle. Mais au fil de temps, le parti est créé, nous avions fait le travail d'implanter les partis, de mobiliser. Et j'étais pratiquement au four et au moulin pour présenter les paradigmes du parti.
mobiliser les gens autour des idéaux du parti. Je l'ai fait en tant que le premier soldat du parti. Mais après un temps, la dichotomie s'est installée. La divergence de point de vue. Pourquoi? Parce que les partis n'émettaient plus sur la même longueur d'onde avec mes valeurs en tant qu'acteur politique. Okay. Parce que la valeur cardinale, ma valeur cardinale, c'est d'abord le nationalisme républicain. Alors que le parti m'a condamné pour avoir défendu l'intérêt de la patrie. Il vous souviendrait que je commence par là. Lorsque le président rwandais Paul Kagame avait tenu des propos désobligeants à l'égard du président de la République, tout en remettant en cause même sa légitimité électorale, il y a eu même une vidéo d'un jeune Rwandais qui a invectivé sur tout un peuple. Il m'a fallu une réaction citoyenne. J'ai fait une déclaration. Je me rappelle, vous étiez dans l'opposition, mais là, face à cette actualité, vous avez agi comme un patriote, un républicain. C'est cela le nationalisme républicain, considéré comme ma valeur de base sur le plan politique. Parce qu'en temps normal, Kagame n'a pas de leçon à donner à Tshisekedi. Moins encore à la République. Kagame, c'est un monarque absolu. C'est un tyran. On dit plutôt que c'est un démocrate. Non, mais c'est un dictateur. Kagame ne connaît pas ce que c'est. Le fait d'être élu par son peuple. Le pouvoir de Kagame, c'est un pouvoir de sang. Non, Kagame a été élu avec plus de 90 quelques pourcents. Non, mais écoutez, ça c'est... Qui ne sait pas que le peuple rwandais, c'est le peuple le plus traumatisé du monde? Qui ne le sait pas? C'est un peuple asphyxié, brimé. C'est un peuple qui n'a pas le droit. C'est un peuple qui ne possède pas son avenir entre les mains. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige le pays. C'est un grand monarque absolu. Il a fallu donc réagir contre ces messieurs, contre ces dictateurs. Et j'ai appelé à la solidarité nationale, bien entendu, tous les acteurs politiques de tous bords, de toutes tendances, à reconsidérer la patrie comme notre véritable dénominateur commun. Parce qu'au-delà de nos tendances, au-delà de nos points de vue, de nos divergences, au-delà de nos ségrégations politiciennes, nous avons le Congo comme les dénominateurs. Nous avons le sang congolais. Malheureusement, le fait de tenir ces discours, le fait de faire cette déclaration contre Kagame, ça m'a coûté malheureusement l'exclusion au parti. Ok. Pire encore... Est-ce qu'on avait suivi la procédure Je reviendrai sur cette question de procédure parce qu'à un moment donné, le parti me reprochait même le fait d'être proche à mon ami et frère Christian Bossembe. Ok. Qui est le président du CESAC? Le président du CESAC. Ok. Moi, j'ai connu... Mais vous n'avez pas commencé avec Christian Bossembe sous le régime Tshisekedi. Non, mais... Je me rappelle, ça date. Hein. Christian, c'est un frère. Moi, j'ai connu Christian en Mbandaka. J'ai passé de temps chez Christian pendant 6 mois, chez eux. Je dormais sur le même lit que Christian Bossembe. On se réveille le matin. On part à l'école ensemble. On a étudié ensemble. J'ai vu quand Christian a commencé sa petite carrière médiatique à Mbandaka. Ok. La première aventure avant que Christian embrase le chemin du journalisme, cette première aventure, Christian était avec moi. Ok. Nous étions dans une maison inachevée. On a pris un poste radio. On a mis la cassette. On enregistrait. Ce que je vous dis, Christian est là, le président du CESAC, que j'ai salué en passant. Il peut se souvenir encore de ces tableaux de la vie. Et lui me posait des questions comme un invité. Malheureusement, j'avais pris le rôle d'un rappeur. Ok. C'était ça le début de Christian Bossembe. Et puis après, il a fait la radio Ekanga, la radio Mambenga, Radio Liberté, Radio Esukafaya. C'était une célébrité de la ville de Mbandaka. Nous sommes venus, Christian a pris sa direction, moi j'ai pris ma direction.
On ne mettait pas sur le même longueur d'onde sur le plan politique, mais la famille demeure sacrée. Ok. Le président de la République a nommé mon frère. Je suis allé à la maison pour féliciter mon frère. Et pour ça, le parti me traite d'un espion, d'un traître. Au point qu'on m'a commencé à m'arracher certaines responsabilités. Ok. En tant que secrétaire national en charge de communication immédiate du parti. Jusqu'à ce qu'on a tenu une réunion où il fallait quand même déplorer un certain nombre de choses dans le fonctionnement du parti. Malheureusement, après la réunion, c'était la suspension. On me suspend. Et je prends le courage d'appeler le président national du parti pour lui dire ceci. Pour lui dire ceci. Monsieur le Président, vous et moi, nous nous battons dans votre dossier Boukangalonzo, bien entendu, pour que la justice essaye de respecter les procédures. Mais pourquoi, me concernant, vous avez voulu qu'on me suspende sans respecter la procédure? On m'a suspendu sans que je ne sois notifié au préalable. Ok. J'ai vu ma suspension dans les réseaux sociaux, dans le groupe WhatsApp des cadres du parti. On m'a suspendu de 2, sans créer une commission disciplinaire pour tabler autour du comportement posé par la personne ou le cadre que vous reprochez. Et cela est une recommandation du statut et du règlement intérieur du parti. On m'a suspendu sans pour autant réaliser que la suspension est une mesure disciplinaire. C'est une décision administrative interne. Mais à ma grande surprise, je vois ma lettre de suspension sur Twitter, sur Facebook. C'est-à-dire le fait de dire à Matata, mais pourquoi à moi vous ne voulez pas respecter les procédures? Et je lui ai même dit, c'est cela le leadership et la gouvernance que nous prenons. À ma grande surprise. 3 jours après. Quelle était sa réponse? Non, mais c'était l'exclusion du parti. Donc il avait... C'était l'exclusion. C'était l'exclusion. Ok. Et le motif de l'exclusion, on dit manquement à la hiérarchie. Ok. C'est-à-dire le fait pour moi de réclamer le respect des procédures, c'était ça le manquement à la hiérarchie. Pire encore. Donc, Matata et sa suite. Hein. Voilà, les dirigeants du parti. Okay. Pire encore. J'ai été nommé en tant que secrétaire national en charge de communication du parti par le président national du parti. Mais malheureusement, je vois dans la lettre de suspension qui me suspend, c'est le secrétaire général. Je vois encore dans la lettre de l'exclusion qui m'exclut du parti, c'est le secrétaire général. Je me pose la question. Est-ce que le parti LGD sait ce que c'est la théorie de l'acte contraire? Le principe de parallélisme de forme et des compétences. N'est-ce pas que c'est l'autorité qui nomme, qui doit révoquer? Est-ce que ça, c'est cela, le leadership? Mais Matata, c'était un professeur, c'est quelqu'un qui maîtrise l'administration. Non, mais malheureusement, est allé outre. Mais malheureusement, le professeur n'a pas compris aussi une notion rudimentaire comme celle de la théorie de l'acte contraire. Parce que c'est lui, en tant que président national, qui m'a nommé. C'était à lui de m'exclure du parti. Donc, ce sont bien privés, alors, si je te fais comprendre. C'est un dictateur? Il a été astucieux. Je ne voudrais pas parler des dictateurs. Il a été malin. Il n'a pas été vrai. Il a été complaisant. Il a fait le jeu occulte. Mais je me rappelle, vous avez vendu quand même ces partis, hein, parti de Matata Ponyo, aussi les partis. Mais pourquoi pas? Parce que je n'ai jamais vu M. Franklin Tchamala passer à la télé, parler, vendre le parti. Bon, il est dans les noirs, hein, je ne sais pas sa stratégie, mais du moins, c'est Manix Yenda qui a vraiment vendu ce parti. Vous pensez qu'ils vous ont très mal remercié?
Ils vous ont exploité? Ils ont utilisé votre énergie pour... Je ne voudrais pas faire mien... Pour voler et puis vous jeter. Je ne voudrais pas faire mien vos propos. Moi, je dis à ma manière. Vous savez, aujourd'hui, ce qui fait très mal, c'est le fait que les jeunes ne sont pas considérés à leur titre, à leur juste titre, juste valeur. C'est le jeune qui joue le rôle le plus déterminant dans le parti politique. N'est-ce pas que dans le marche, c'est les jeunes qui sont au premier rang. C'est les jeunes qui sont victimes. C'est nous qui descendons dans le marche. C'est nous qui résistons. C'est nous qui protégeons la première barrière avant de franchir le président national. Ce ne sont pas les présidents nationaux de partis qui viennent sur les différents plateaux de télévision pour faire le débat afin de justifier leurs idéaux politiques qu'ils ont dans le parti. C'est nous qui les faisons. Mais malheureusement, ils prennent le jeune comme des moutons de panurge. Ils considèrent le jeune comme des chaises publiques sur lesquelles tout le monde peut s'asseoir. Est-ce que ce n'est pas parce que vous vous vendez mal, là, vous êtes à la recherche de miettes, peut-être ils ne savent pas vous valoriser? Est-ce que ce n'est pas... Et parce que vous n'avez pas l'expérience, hein? Peut-être jeune, vous n'avez jamais géré autre là, et peuvent jouer avec vous. Non, mais il ne faudrait pas jouer avec le jeune. Jouer avec le jeune, c'est une grosse erreur. Très grosse erreur. Parce que la clé pour la destinée de ces pays est entre les mains de jeunes. Nous avons le privilège de nombre, nous, jeunes. C'est nous le plus nombreux de toutes les couches sociales du pays. À nous seuls, nous représentons plus de 65% de toutes les populations. Par voie des conséquences, c'est nous qui influençons l'électorat congolais. Donc la jeunesse, c'est une richesse. Non mais effectivement, qui veut devenir président de la République n'a qu'à bénéficier le cutus de jeunes. C'est les jeunes qui vont se décider sur la prochaine majorité parlementaire. C'est le jeune. Seulement, Manix Iyenda n'est pas dans cette catégorie de jeunes malléables, facilement ballottables, manipulables. Je suis un jeune indépendant d'esprit. Je sais dire oui quand il faut et je sais dire non quand il le faut. Mais c'est ça aussi votre problème, M. Manix Iyenda. L'indépendance d'esprit devient un problème pour le jeune. Quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, on m'a envoyé autant de questions et les gens ont fait un saut dans votre passé. On dit Manix Iyenda était avec Laurent Batumona, Manix Iyenda était avec Dieudonné Kishi, Manix Iyenda avec Matata Pogno, Manix Iyenda, il semble que vous n'êtes pas stable sur le plan politique. C'est parce que vous êtes dupeux ou c'est parce que vous êtes trop pressé, vous avez les sangs chauds comme un Mungala, vous voulez à tout prix gagner à tout moment? Non, je ne suis qu'un indépendant d'esprit. Je ne suis qu'un indépendant d'esprit. Je vous ai dit au prologue de mon intervention, lorsqu'on vient adhérer à un parti, on ne vient pas adhérer aux sentiments du président national du parti. On adhère à la vision idéologique, aux valeurs, aux principes qui guident le parti dans sa marche. C'est en cela qu'on adhère à un parti. Que voulez-vous? J'évolue dans un parti dans lequel nous avions défini les bases, la ligne directrice du fonctionnement du parti. Et qu'après un moment, les partis se transforment comme un bien familial, comme une dynastie. L'affaire du président national, de sa femme et de ses enfants. Pourtant, moi, j'ai les raisons de mon engagement politique au sein d'un tel parti. Voulez-vous que je demeure constant dans un tel parti? Mais comment je peux résister constant? Rester constant, allais-je dire, dans un parti qui se transforme à une sorte de compromission à la République.
Je vous ai dit, on m'a exclu du parti simplement parce que j'ai dit non aux propos de Kagame. Vous pensez que le LGD, parce que ça surquille là, hein, le LGD, l'Ensemble pour la République, toutes ces partis-là, ils ne dénoncent pas clairement le mal que le Rwanda fait à la RDC. C'est ça qui fait en sorte qu'on traite ces partis comme des partis traites. C'est les cas, vous pensez? Je pense que la plupart des partis, surtout ceux de l'opposition politique, ils sont complaisants. Ils ne sont pas vrais. Ils sont dubitatifs. Ils ne sont pas sincères. Au sujet de la sécurité de l'Est, au sujet de l'agression rwandaise. Regardez leur méthode. Ils sont dans le soutien à l'armée congolaise. Mais très peu soutiennent le commandant suprême. Okay. Et même ceux qui soutiennent le commandant suprême, mais ils ne soutiennent pas la position du commandant suprême. Le commandant suprême dit non à Kagame. Donnez-moi la photo du chef de l'État. Le commandant suprême, le président de la République. Il dit non à Kagame. Et pour ça, Tshisekedi a été sans vergogne. Il a tenu de propos sans embâche à l'égard du Rwanda, mais aussi à l'égard de M. Kagame. Il est là. Mais, alors que les opposants, jusque-là, il n'y a aucun opposant qui a fustigé l'agression rwandaise tout en citant le nom de Kagame. Aucun, si vous en savez. Citez-moi le nom d'un opposant. Katumbi sur France 24. Non, mais écoutez, j'ai suivi ses discours. C'était un discours de farfelu. C'est de la pacotille vide. C'est un homme Un intelligent. L'homme qui a un bilan à défendre, il était quand même gouverneur. Bah, vous dites que Katumbi est un homme intelligent, j'en veux bien. Quelle est l'intelligence de Katumbi? Il a géré bien Katanga. Non, mais quelle est l'intelligence de Katumbi? Il a un projet de société. Lequel? Quel est son projet de société? Il est président de l'Ensemble pour la République. Il est entouré avec les hommes intelligents, les Kamita, je ne voudrais pas faire et tous ces gens-là. Je ne voudrais pas faire des fixations parce que mon registre politique n'est pas celui d'invectiver sur les individus. J'ai beaucoup de respect sur la personnalité politique de mon pays, mais je voudrais nous recommander à faire une politique des responsabilités et non de nivellement. Ne faisons pas la politique de bas étage. Nous allons bâtir un Congo plus beau qu'avant avec des idées qui bâtissent la nation. Je vous ai dit sur ce sujet de l'agression rwandaise, les opposants sont complaisants. N'est-ce pas que ce Martin Fayulu comme opposant, donnez-moi la photo de Martin Fayulu, qui a désorienté la le vidéo peuple, même, qui a désorienté le peuple dans un contexte de conflit accru en disant que Tshisekedi était un espion. Oui, Martin Fayulu, je l'ai suivi dire ça. C'est une grosse erreur de communication. Un des grands leaders dans l'opposition. Mais non, entre Fayulu qui dit aux Congolais que Tshisekedi est un espion de Kagame et Tshisekedi qui dit non à Kagame, qui est vrai? Vous prenez le Congolais comme de moutons de panurge, comme des idiots. Vous pensez réellement que Tshisekedi, le président, défend valablement le pays face à ses agresseurs, ou soit Tshisekedi est victime de ses faiblesses devant le Rwanda? Non, mais ce n'est même pas question de penser. C'est ce qu'on a vu. Le président Tshisekedi a fait preuve d'un courage d'État légendaire. Et pour ça, je ne fermerai pas mes yeux. Et pour ça, je n'hésiterai pas une seconde. Je sais que l'opinion a un jugement très facile. Je sais que les réseaux sociaux, c'est le seul tribunal qui condamne avec légèreté et facilité. Mais si on me reprocherait le soutien à Tshisekedi pour avoir redéfini une nouvelle trajectoire pour le développement socio-économique de notre pays, je me désole. Je l'accompagnerai. Si on me reprocherait parce que je soutiens la position de Tshisekedi qui veut mettre fin à l'hémorragie de l'insécurité à l'Est, je me désole, je le soutiendrai. Si on me reprocherait le fait de soutenir Tshisekedi qui aujourd'hui essaye de revaloriser l'expertise politique de jeunes en leur confiant une part des responsabilités dans l'appareil de l'État, je suis désolé.
Donc vous êtes séduit par cette manière de faire de Tshisekedi. Vous vous êtes dit ça servira à rien de faire l'opposition contre lui. Les bonnes choses vous encouragez pour l'intérêt de la nation. Non mais nous devons nous poser la question, pourquoi nous faisons l'opposition? Nous nous opposons à quoi? Nous nous opposons à quoi? Est-ce qu'on s'oppose à la taille de Tshisekedi? Aux vêtements de Tshisekedi? À la chaussure de Tshisekedi? À la famille de Tshisekedi? À la peau de Tshisekedi? Ou on s'oppose au modèle de gouvernance proposé par Tshisekedi dans chaque secteur de la vie nationale? Encore que même si on s'oppose à la gouvernance de Tshisekedi, mais quelle est l'offre au contraire proposée par l'opposition? Vous avez déjà entendu une opposition qui fait des analyses sur la question de l'agriculture? Vous pensez qu'il n'y a pas cette opposition? Mais il y a un opposant intelligent comme Délice Sanga qui a un projet de refondation de l'État, à moins que je me trompe. Lui, c'est un opposant qui s'est distingué parmi tant d'autres. Délice Sanga, le président de l'Envol. Le président de l'Envol, je pense encore à mon frère Rodrigue, à qui je salue. J'ai beaucoup de respect à la dextérité intellectuelle de M. Sessanga. C'est un monsieur intelligent. Dans un contexte démocratique, si vous êtes porteur d'un projet de société, il faut soumettre ce projet à l'approbation du peuple. Passer par le filtrage intellectuel. Cela voudrait dire, si M. Sessanga est porteur d'idées pour la République, mais qu'il soit prêt pour le débat contradictoire. Qu'il soit prêt pour le débat contradictoire. Et si je cherche un débat comme ça, vous serez... Je suis partant. Je suis partant. Le débat de gouvernance, le débat des principes, le débat de la République. Ok, j'aimerais bien inviter M. Rodrigue Ramazan. Mais est-ce qu'il sera à même de reproduire scrupuleusement la vision de son président national? Mais c'est ce que j'ai dit. Qu'à cela ne tienne, Rodrigue Ramazan, c'est un garçon intelligent. Je parle autour de leur projet. C'est un débat autour de leur projet des sociétés sur la refondation de l'État. Et Manix Yenda également a aussi l'offre politique à donner. Donc, on peut faire ces projets d'État. Exact. Pas de débat. Non, mais c'est ça le rôle. C'est ça le rôle d'un parti politique. Un parti doit proposer des offres politiques de qualité. Parce que le peuple va orienter ses voix par rapport aux propositions données par les opposants. Et non de gens qui résistent. Ok, parce que vous soutenez les chefs de l'État par rapport aux initiatives, déjà je vous promets ces débats, essayez un peu de mettre en propre le projet des sociétés de Félix Tshisekedi par rapport à ce que vous voyez. Et non, moi je ne défends pas, non, s'il vous plaît, je voudrais mettre une incise, c'est très important. Je ne suis pas le porte-parole du président de la République. Je suis un acteur politique sur qui le Congo peut compter. Moi-même, j'ai mon programme de développement pour ce pays. J'ai mon projet de société pour ce pays. C'est-à-dire, je voudrais bien un débat où M. Rodrigue, qui vient avec le paradigme de gestion proposé par son parti, et moi, j'essaye de présenter ma philosophie politique. Et ta philosophie, c'est quoi? Et c'est un peu de... Je travaille beaucoup plus sur la question de la gouvernance locale, la reconnaissance des entités territoriales décentralisées. Je suis en train de démontrer la possibilité de parler du développement de ce pays, tout en mettant en avant-plan les entités territoriales décentralisées qui bénéficient d'une certaine autonomie administrative que financière. Je suis en train de démontrer dans mon analyse que c'est possible que une commune mobilise plus de 1 milliard de dollars l'an comme budget communal. Vous pensez que c'est la priorité pour la RDC? Non, mais c'est la priorité, c'est la priorité des priorités. Non, mais écoutez... Contrairement à certains projets de société de certains partis. Malheureusement, il n'y a aucun acteur politique qui s'intéresse sur la question de gouvernance locale. Regardez la forme de l'État que nous avons. Au-delà de la forme horizontale, l'horizontalité du pouvoir congolais, là où nous voyons le pouvoir exécutif, un pouvoir bicéphaliste, président de la République et le gouvernement d'une part. Le Parlement, un Parlement bicaméraliste également, l'Assemblée nationale, le Sénat, ainsi que le pouvoir judiciaire, le parquet, d'attache aux cours et tribunaux. Mais au-delà de l'horizontalité du pouvoir, il y a la verticalité du pouvoir. Le pouvoir central
le pouvoir provincial, les ETD, les entités territoriales décentralisées, villes, communes, secteurs, chefferies, et après, les entités déconcentrées, territoires, regroupements et villages. Merci. Mais non, le citoyen qui vit dans un village, comment est-ce qu'il doit bénéficier de la chaleur de la gouvernance qui vient du centre vers le plus bas niveau? Merci. Alors, je vous donne un exercice. Je m'adresse au porte-parole de parti politique et au secrétaire général de parti politique. En dehors de cette émission, j'ai une autre émission qui s'appelle Duel. Alors, j'aimerais bien faire des débats comme ça. Votre parti politique, l'idéologie, les projets des sociétés, autour de ça, et on confronte cela à d'autres partis. Je pense qu'on peut offrir à la nation des bons débats, des débats républicains. Alors, M. Manix Yinda, une question directe. Vous êtes dans l'opposition, dans la résistance, l'opposition républicaine ou quoi? Parce qu'il faut que les gens puissent vous identifier maintenant. Vous êtes député de la rue, oui, mais... Je suis du camp de la rue. Okay. Je suis du camp du peuple. Moi, je suis dans la logique d'un bâtisseur de la République. Je travaille pour apporter ma brique de construction pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Okay. Je suis le partenaire du développement économique. Le partenaire du développement économique, M. Manix Yinda, avant que nous puissions chuter avec la dernière question sur les élections, l'économie de la République démocratique du Congo. Mais j'aimerais quand même que nous puissions parler de vos séjours à l'ANER. Donnez-moi le logo de l'ANER, c'est important. M. Manix Yinda, ça fait 4 ans et demi, j'avais suivi le chef de l'État quand il était encore candidat président de la République. Il avait dit une fois président, les locaux de l'ANER, il n'y aura plus de prisons fictives, il n'y aura plus des cachots terribles. Il va humaniser l'ANER. Est-ce que c'était le cas quand vous étiez ici à l'Agence nationale des renseignements? Quelle est votre lecture de l'ANER d'aujourd'hui? D'abord, je voudrais dire une chose. En temps normal, en tant que détenu qui vient d'être relaxé, je ne suis pas habilité à pouvoir émettre un point de vue sur le service de renseignement de mon pays. Ce n'est pas parce que cela est interdit, mais moi je le considère comme une obligation ou une responsabilité d'un homme d'État que je suis. Jean-Pierre Bemba, après avoir passé ses 10 ans dans le geôle de la Cour pénale internationale, après Jean-Pierre Bemba n'a pas tenu des discours pour vous expliquer ce qu'il a vécu. Vital Kamere et tout le reste qui ont été condamnés. C'est-à-dire en tant qu'homme d'État, on est tenu à une certaine obligation de sobriété vis-à-vis de questions le plus sensibles de la République. Mais qu'à cela ne tienne, puisque vous avez besoin de quelques informations qui se rapportent aux propos du président de la République sur l'ANER, et je me permets quand même de le dire ainsi. Ce qui est sûr, moi j'y étais. Et aujourd'hui, je le dis, mais sur le cœur, Dieu m'est témoin. Si quelqu'un vous dit qu'il a été torturé physiquement à l'ANER, ce serait une grossièreté, un gros mensonge. Jimmy Kitenge l'a dit. Non, c'est faux. Peut-être que vous, on vous a épargné, mais lui peut-être. C'est faux. Évitons de la levure politique. Là? La levure politique. La simulation politique. Évitons. Le peuple congolais est assez mature pour comprendre la simulation. Le peuple en tant qu'arbitre ne sifflera pas la simulation de certains acteurs politiques congolais. Moi, je n'ai pas été torturé. Et Jimmy, je vous informe, Jimmy n'a fait que probablement 1 semaine ou 2 semaines. Moi, j'ai fait 4 mois. Jimmy, après, il a été transféré à la prison de Makala. Et je pense qu'ici, je ne parle pas de Makala, je parle de l'ANER. Parce que moi, je n'étais pas été à Makala. Agence nationale de renseignement. Et là-bas, moi, je n'ai pas été torturé. On ne m'a pas frappé. On ne m'a pas frappé. Encore que, lorsqu'on parle de l'humanisme dans le service des renseignements de notre pays, effectivement, moi, lorsque j'étais venu, j'ai fait 4 mois, je vous ai dit tout à l'heure, mais j'avais droit à un petit pain
chaque matin. Ok. Et un repas chaud chaque 14h ou 15h. Ben ouais. Aujourd'hui. On mangeait le riz, les haricots, les légumes, le poisson, le foufou, et voilà, ça dépend. Encore qu'il y avait un service médical minimum qui était disponible. Il y avait un médecin qui était là tout le jour pour contrôler l'état de santé des détenus. Ok. Et les médecins avaient même enregistré une catégorie des détenus qui étaient sous régime alimentaire. Il y avait des gens qui souffraient de tension, qui ne mangeaient pas sel. Et il y avait des repas sans sel destinés pour ce gens-là. Sous le régime Tshisekedi. Malheureusement... Ce n'est pas de la poudre aux yeux, c'est la réalité. Je me suis inscrit dans une voie... Peut-être vos anciens collègues sont en train de vous suivre ici, qui sont encore là. J'ai dit, je mets ma main sur le cœur et Dieu m'est témoin. Ok. Moi, j'ai tombé, j'ai fait quelques petits problèmes de santé à 3 reprises, la malaria, de fièvre. Mais j'ai été consulté par le médecin avec le médicament pris en charge par le service. Parce que ce n'est pas permis que les médicaments viennent de l'extérieur. Il faut un contrôle médical avéré pour suivre l'état de santé de chaque détenu. Ça relève effectivement de la responsabilité du service. Et on a accordé la visite à ma femme. Ta femme? Ma femme venait. Elle pouvait venir tout le jour de la semaine. Vous voir? Mais voir, dans les locaux de... elle venait. Ok. Mais de là où j'habite... jusqu'au lieu où j'ai été détenu, il y a quand même une longue distance. Oui. Et c'est comme ça que j'avais établi un horaire avec ma femme de venir 3 fois la semaine. Et quand elle venait, elle m'amenait encore de la nourriture. On permettait que ça entre? Non mais bien sûr, ma femme m'amenait de la nourriture. Il y a ma femme qui me regarde, je ne peux pas outrager. Okay. La sacralité de ma vie conjugale avec ma femme en voulant satisfaire une catégorie de gens. Ma femme m'amenait de la nourriture. Ce qui est encore étonnant, et je pense que ça va encore vous étonner. La nourriture que ma femme m'amenait, on le mettait dans un congélateur. À l'année? Oui. Sous le régime du Tshisekedi. Mais sur le cœur. Il y a des congélateurs. Il y a un congélateur à la cuisine. Vous vivez bien. On mettait la nourriture et ça me permettait de manger ma nourriture pendant 4, 3, 5, 6 jours. Ok. Elle m'a amené des dolés, des trucs un peu comme ça, parce que voilà, on est enfermé dans un endroit où on n'avait pas peut-être droit. Et elle m'a amené quand même ces choses. Et vous regardez aussi la télévision? Non, il n'y avait pas de télévision malheureusement. Oh, ok. La torture, elle était beaucoup plus morale. Ok. Mais physique, non, il n'y avait pas de torture. Autre Parce chose. que moi, je me rappelle, je vous appelais à un moment, ton téléphone n'est passé pas. Non, mais le téléphone, on n'avait pas droit de tenir le téléphone. C'est un service de renseignement. Ok, oui. Et parmi les méthodes de traitement de dossier, on check aussi les téléphones. Okay. Donc je ne pouvais pas tenir mon téléphone. Mais j'avais droit de parler avec ma femme, de demander comment va l'enfant. On m'accordait un temps, 20, 25, 30 minutes, et puis après elle part. Et un autre élément, par rapport à la fermeture de cachot. Ok, oui. Les gens disent, mais comment le président Tshisekedi disait que le cachot des LANER sont fermés et où est-ce que toi tu étais? 4 mois quand même. Il semble que selon les lois de la République, 72 heures dans les locaux de l'ANER et puis malheureusement tous ces gens devant votre juge naturel s'il y avait des motifs. Mais tous ces gens qui vous avez violé la Constitution en restant là-bas tous pendant ces gens 4 qui mois. parlent de l'ANR, que ce soit les journalistes, que ce soit le politique, que ce soit la population. Personne, et j'ai bien dit personne, n'a songé de lire la loi qui organise les services de renseignement dans notre pays. Personne n'a songé. Là, vous lancez un défi, vous avez lu? Non, mais ouais, moi j'ai lu. Après, quand je suis sorti, j'ai lu, j'ai essayé de regarder. Okay. C'est en cela qu'on peut faire des échanges constructifs. Okay. Les gens spéculent. Les gens racontent des choses. Au niveau de l'ANER, c'est vrai, il y a eu une politique de synchronisation de détenus. Cela voudrait dire quoi? On ferme tout le cachot parallèle qui existait dans le temps passé. Okay. Les cachots officieux, parce qu'il y avait des containers, des maisons inachevées, des parcelles privées où on mettait des citoyens dans des conditions le plus inhumaines possible. Et le président Tshisekedi, au travers de son propos, il a dit qu'il faudrait fermer ces cachots.
Malheureusement, il y a des gens qui l'ont pris au premier degré parce qu'il n'y a aucun service des renseignements au monde qui existe sans avoir un cachot de détention. Okay. Aucun au monde, ça n'existe pas. Okay. Même la DGM. La DGM a un cachot de détention. La CNS a un cachot de détention. L'auditorat militaire. Okay. Parce que le cachot de l'ANR ainsi que tous les autres cachots que je viens de citer, c'est considéré comme des cachots transitoires. Okay. C'est-à-dire vous venez par l'ANR travaille, essaye d'analyser sur les questions qui entrent dans son champ d'études, notamment les questions d'ordre sécuritaire, les questions de sûreté de l'État. Et puis après, l'ANR dégage des résolutions finales et on vous transfère vers le parquet indiqué. Si dans votre dossier, il y avait des éléments militaires qui s'y attachaient, on va vous conduire vers les parquets militaires, l'auditorat. Si c'est un dossier civil, c'est vers le parquet civil. Et si après analyse que l'on pense, oui, effectivement, il n'y a pas de choses assez réprochables à charge de tels messieurs, l'ANR vous libère. Il vous laisse partir. Mon frère Delphin, je veux dire une chose. Beaucoup de jeunes, et même certains acteurs politiques, la population congolaise, beaucoup, nous tous, nous regardons le pays à la télé. Les gens regardent le Congo par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on entend dans le radio. Les vraies réalités de ce pays nous échappent. Les vraies réalités de ce pays nous échappent. J'entends sur les réseaux sociaux les gens dire eh ben, Manix a été, voilà, il a été recruté. Recruté comme l'agent de l'ANR. Comme l'agent de l'ANR, on a lavé les cerveaux. Oui. Ça, c'est les nivellements. C'est le débat. On a formaté votre cerveau pour que vous soyez au service de Tshisekedi. Non, mais... Vous avez monnayé votre intelligence. Ce qui est incongru. Ce qui est incongru. Mais n'est-ce pas que le service de renseignement, l'ANR, est un service public de mon pays? Est-ce que travailler dans un service public de l'État serait un crime ou un péché? C'est le cas? Non, mais l'ANR, c'est un service public. C'est pareil comme l'ARPTC, c'est pareil comme les autres entreprises publiques, etc. C'est pareil comme quelqu'un qui travaille à la SNEL, Régie des eaux et tout le reste. C'est-à-dire, vous voulez condamner le Congolais qui travaille dans le service public de l'État. Quel nivellement? Quel niveau de caniveau? Vous devenez un flic pour mettre les autres en mal. Non, mais c'est qui est... Il faut avoir peur maintenant des manifestations. Non, mais ce qui est incompréhensible. Okay. Vous savez, les gens sont tellement amnésiques, hein? Malheureusement sélectifs. Si Sonia Rollet est rattachée au service des renseignements français, ça, on trouve ça normal. Mais si c'est Delphin, comme journaliste, est rattaché au service des renseignements de son pays, là, ça devient un problème. C'est-à-dire, les gens regardent l'ANR comme une secte, hein, comme le franc-maçon. Bon, peut-être on avait déjà mal vendu, hein, non, mais avec Taleb et les autres. Non, mais regardez. Les gens peur, juste quand ils entendent parler Agence nationale du renseignement. Et ça, ce sont des stéréotypes. C'est le mauvais cliché qu'on a imprimé. Et d'ailleurs, moi, si l'ANR me recrute, je serai l'homme le plus heureux. Si l'ANR me recrute, je serai l'homme le plus content. Moi, je souhaite plutôt que l'IGF puisse vous recruter. Là, quand même, il y a des gens qui font l'argent de la République. Vous pouvez apporter un plus. Non, mais le bien d'être recruté. C'est mon souhait. Le bien d'être recruté dans un service de renseignement, c'est que vous aurez des informations que d'autres n'ont pas. C'est ça l'avantage. Merci. Le plus grand politicien de partout au monde passe par le service de renseignement. Vous voulez que je me permette de citer le nom de certains politiciens ici chez nous dans ce pays? Non, c'est important. Non, mais il faut quand même qu'on essaye de changer notre compréhension de choses simples, et on veut le rendre difficile. Merci, monsieur Manix Iyenda. Nous chutons avec vous. Il nous reste quelques minutes. Alors, j'aimerais bien que nous puissions parler du processus électoral. Monsieur Philemon, donnez-moi la dernière vidéo là de monsieur Fayoulou. Ça s'est fait aujourd'hui. Il a fait une déclaration. Fayoulou ne va pas prendre part aux élections si on n'essaye pas d'auditer notre fichier. Il semble que
Bon, selon lui, Tshisekedi a tout planifié pour avoir un autre mandat et aussi changer la constitution pour organiser un mandat de 7 ans, rester le plus longtemps possible pour gérer la RDC avec ses amis. C'est un leader qui parle, M. Manix, vous êtes député de la rue. Une réaction? Ben, ce qui est très dommage, c'est que des gens que vous qualifiez des leaders n'ont pas assez d'idéaux politiques. Faïlou? Je ne voudrais pas rester sur lui en citant son nom, forcément. Okay. Mais de gens que nous considérons comme des leaders. Dans la plupart des cas, beaucoup n'ont pas d'idéal politique. Si vous prenez le nom de ce gens-là, hein, leur nom, et le nom de leur parti, vous prenez leur visage, essayons d'enlever leur nom, leur visage, le nom de leur parti, essayons de voir s'il y a une idée que l'on peut identifier à la personne. Derrière Moïse Katumbi, il y a quelle idée que vous pouvez vous référer à lui? Apparemment non. Hein. Katumbi non. Mais non, en quoi on est leader? Mais Fayoulou... Derrière Fayoulou, quelle est l'idée qui peut construire la République et qu'on dit ça, c'est Fayoulou, sans citer son nom, sans voir son visage? Quelle est cette idée? J'aimerais bien comprendre. Hein. C'est vraiment l'offre politique de Fayoulou. Vous avez gratté la tête. Hein? Oui. Mais non, en quoi l'offre politique de Fayoulou? Non, mais en quoi ils sont grands? Vous pouvez m'aider, hein, vraiment. En quoi ils sont grands? Qu'est-ce qu'ils proposent? En quoi ils sont grands? À la limite, Noël Tiani était venu avec son plan Marshall. Oui. Et Matata Pogno aussi, mais Non, mais c'est quoi son idée? Vous dites? C'est quoi son idée? Matata Pogno. Vous retrouvez Matata au travers quelle idée? Quand vous voyez, vous dites non, ça, c'est Matata. On dit l'homme de la bonne gouvernance. Donc c'est juste pour vous dire que, encore une fois, c'est les mêmes réalités politiques du pays qu'on assiste. On n'avance pas. Donc il y a une opposition très faible. On n'avance pas. Dans le président Félix a raison de dire qu'il y a une opposition faible. Non, je ne parce peux que pas dire. Tshisekedi, on savait quand même l'état des droits, mais apparemment l'opposition d'aujourd'hui, c'est une opposition. Je ne peux pas dire que c'est une opposition faible. Parce qu'il ne faudrait pas considérer l'opposition comme des faiblards. Parce que l'opposition est une option prise par le constituant de notre pays. L'article 8 de la Constitution considère les activités de l'opposition comme sacrées. Au-delà de ça, l'opposition est perçue comme une institution au travers le porte-parole de l'opposition. L'opposition fait le contrepoids. Il joue un rôle. C'est le cas de notre opposition aujourd'hui? Non, le problème, c'est ceux-là que vous qualifiez de grands. Ce n'est pas ce gens-là qui portent l'opposition. Parce que derrière ces gens, on ne retrouve aucune idée. Merci. Mais si Martin Fayoulou avec les idées se retire, mais regardons la floraison, le panoplie ou la panoplie des partis politiques qu'il y a. Dans plus de 700 et quelques partis politiques, si un parti se retire, en quoi ça peut déranger le processus électoral? Mais c'est un leader, non, mais tu sais qu'il dit, il a été aussi un leader, l'UDPS s'était retiré. Et on a tenu les élections et la République n'a pas cessé d'être République. Donc si Fayoulou se retire, Tshisekedi avec son groupe, ils peuvent organiser les élections. Mais moi, je considère ça comme un bon débarras. Okay. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen pour renverser le pouvoir de Tshisekedi si ce n'est pas les élections. Est-ce qu'il y aura réellement les élections en 2020? Non, mais Tshisekedi l'a dit. En Chine, Tshisekedi l'a dit. J'ai suivi le président de la CENI, Denis Kadima, l'a confirmé. Et Manara aussi. Hein. On attend les élections et on va... Crédible, transparente. On attend les élections et on veut des élections crédibles, transparentes, participatives. Merci. Monsieur Manix a regardé la caméra. Que le peuple congolais retienne quoi de votre passage ici? Que le peuple congolais retienne ceci. C'est 30 juin 2023, notre pays totalisera 63 ans d'indépendance. Le Congo a vieilli, mais le peuple congolais demeure l'enfant éternel. Si nous pouvons faire un effort de grandir un peu. 63 ans après, allons-nous continuer à célébrer le culte des personnalités autour de certains individus? 63 ans après, nous continuerons à mettre en avant-plan de notre action politique les méthodes cancérogènes, en l'occurrence les tribalismes, les népotismes, les clientélismes, les favoritismes, 63 ans après.
63 ans après, est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et se poser des grandes questions sur la nouvelle trajectoire et la destinée même de notre pays? 63 ans après, est-ce qu'on ne peut pas faire un état des lieux général de chaque secteur de la vie nationale? 63 ans après, est-ce qu'on peut faire un inventaire de ce que nous avons hérité des colons belges? 63 ans après, est-ce que nous pouvons formater l'homme congolais? 63 ans après, est-ce qu'on peut compter sur la jeunesse congolaise? Merci. C'est à moi de vous dire merci. Merci, monsieur Manix Iyenda, député de la rue, l'âme du terrain. Il est ici, c'est un homme intelligent de mon pays. Alors, je veux préparer ces débats avec Rodrigue Ramazani, lui qui est porte-parole de l'Envol, un débat idéologique sur le projet des sociétés également. On va en parler. J'aimerais bien offrir à ma nation de tels débats. Je pense que ça serait mieux. Et aussi, je souhaite un jour, dans mon pays, les candidats présidents de la République, avant qu'on aille aux élections, qu'il y ait également un débat, que nous puissions évaluer les niveaux des candidats présidents de la République, comme ça s'est fait ailleurs. Pourquoi pas en République démocratique du Congo? Vous pensez que nos candidats ici, ils ne sont pas capables de tenir un débat pendant quelques minutes, parler de la société? En Afrique, est-ce que ça s'est fait? Pourquoi pas? Nous avons les Africains intelligents. Merci. Restez fidèles à nos programmes ici sur la chaîne de la Maman Nationale. La rediffusion de cette émission, c'est à minuit, mais directement, vous allez aller sur nos chaînes en ligne, CSS Télévision ou au Centre Télévision, vous allez voir directement cette émission. Au revoir.